Dieu éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer, dans nos décisions, les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aussi à ceux qui sont à la maison, qui nous regardent religieusement les séances de conseil. Alors, avant de débuter la réunion comme telle, je vais inviter le directeur général adjoint, M. Poulin, à vous passer quelques messages. Merci, M. le maire. Alors, 3 messages rapides. Rappelez aux gens que la réglementation d'urbanisme prévoit qu'on a jusqu'au 15 mai pour enlever les abris de type tempo. Donc, c'est d'ici 2 semaines. Et à partir de la semaine prochaine, la première semaine complète de mai, la cueillette des ordures, les bacs noirs, revient à tous les semaines. À partir de la semaine prochaine, et ça va être comme ça jusqu'à la fin septembre. En passant, la question t'est posée. Les ordures peuvent être ramassées là, par les camions à partir de 5 heures le matin. Également, les travaux publics nous demandent de vous mentionner que le balayage des rues débuté, on ne peut pas le faire partout en même temps. Il y a une cédule de travail qui est faite et pour que ça puisse faire une bonne job, il faut, dans le fond, que ce ne soit pas un temps pluvieux, mouillé. Donc, on doit choisir les journées, attendre les journées de beau temps. Mais le processus est enclenché et ça va se faire, là, ça va s'étaler sur quelques semaines. Alors, merci, M. Poulin. Alors, nous allons débuter la séance. Est-ce qu'il y a des points à ajouter à l'ordre du jour? On a 2 points à ajouter. Oui. Alors, à 8-20, c'est nomination au comité de négociation des employés de bureau. Et à 8-21, c'est une nomination au conseil d'administration de l'OMH. Merci beaucoup. Alors, tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Voilà une proposition proposée par M. Redmond, appuyée par Mme Bougie. Merci. Maintenant, le point numéro 3, les procès-verbaux pour la séance qui s'est tenue le 14 avril et la séance extraordinaire qui s'est tenue le 16 avril. Proposition. Proposition Mme Quirion. Je vais appuyer. Appuyée par M. Fortier Jean-Pierre. Maintenant, nous allons passer au... 16, Deux 16. procès-verbaux. Excusez. 14 et le 16, oui. Ça Nous allons prend- passer... ça prend 2 propositions. Alors, ça prend le deuxième. M. Thomasin pour la séance du J'appuie. 16 avril. J'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. Elle n'était pas là. Ah, Madame, M. Fortier, merci. OK. Là, nous allons passer au rapport de l'auditeur indépendant qui sera suivi par la déclaration des états financiers. Tout va être fait par Mme Belland et Mme Deschênes. David. Alors, bonsoir. Alors, je vais vous lire le rapport de l'auditeur indépendant fait par la firme Raymond Chabot, Graine Thornton. Donc, aux membres du Conseil de Ville de Saint-Georges, nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés 6 juin de Ville de Saint-Georges et des organismes qui sont sous son contrôle, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2013, l'état consolidé des résultats, l'état consolidé de la variation des actifs financiers nets de la dette nette et l'état consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et autres informations explicatives. La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation des états financiers consolidés, exempts d'anomalies significatives que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisions l'audit
de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. À notre avis, les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de Ville de Saint-Georges et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2013, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets, de leurs dettes nettes et de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors, merci Karine. Moi, je vais vous présenter les états financiers. Alors, d'abord, voici les résultats détaillés par organisme. Les états financiers de Ville-Saint-Georges sont consolidés, donc incluent plus ou moins 60% des résultats de la régie intermunicipale et 100% des résultats de l'organisme Taxibus. Cependant, ce soir, je vais seulement vous présenter les chiffres de la Ville qu'on retrouve dans la colonne au centre du tableau, dans la colonne Administration municipale. Alors, en 2013, les revenus de fonctionnement totalisent 46,1 millions. Les revenus d'investissement sont négatifs de 1 million, ce qui porte le total des revenus à 45,1 millions. Les charges de l'exercice sont de 43,8 millions, dont 8,2 millions d'amortissement des immobilisations, ce qui dégage un excédent de l'exercice selon les principes comptables de 1,3 million. Pour ramener ce surplus comptable sur une base de comptabilité municipale selon le budget adopté pour la Ville, on va faire une conciliation des fins fiscales à la page suivante. Ça fait qu'on repart avec notre excédent d'exercice selon les principes comptables de 1,3 million, moins les revenus d'investissement négatifs de 1 million. Ensuite, on additionne l'amortissement des immobilisations de 8,2 millions. On soustrait aussi les remboursements de la dette à long terme pour 4,3 millions. Puis, on enlève les affectations aux activités d'investissement pour 1 million. Ça, c'est des montants qui ont servi à payer des immobilisations comptant. Puis, des affectations aux fonds réservés, qui sont en fait des transferts de revenus dans des fonds spécifiques, pour 650 000, ce qui nous donne notre excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales ou notre surplus annuel de 4,5 millions. Voici les principaux écarts qui expliquent la provenance du surplus de 4,5 millions. Premièrement, les revenus budgétés étaient de 42,7 millions et les revenus réels ont été de 46,1 millions, ce qui dégage des revenus supplémentaires de 3,4 millions. Ces revenus supplémentaires-là proviennent, entre autres, de la croissance du rôle d'évaluation qui a généré des revenus de taxes et tarifications supplémentaires de 1,3 million. On a eu des transferts et compensations de 650 000 de plus de ce qui était prévu. Ensuite, on a des contraventions, mutations, intérêts et ventes d'actifs pour 550 000 de plus que prévu. Des revenus de carrière et de prolongement municipaux, 250 000. Et on a aussi l'impact d'un changement de normes comptables au niveau des paiements de transfert qui a généré un écart positif de 500 000. Au niveau des dépenses, le budget était de 40,4 millions, alors que les dépenses réelles ont été de 40 millions, ce qui dégage un écart positif de 472 000 $. Les principales variations proviennent des réserves qui n'ont pas été toutes utilisées ou que les fonds ont été transférés à d'autres fins pour 750 000 $. Le service de dette, remboursement en capital et intérêt, 250 000 $ de moins que prévu. On a aussi la cotisation pour la Sûreté du Québec. La facture a été inférieure de 225 000 à la prévision qui avait été faite. Les honoraires professionnels et assurances, 100 000 de moins que prévu. Urbanisme et revitalisation du centre-ville, la dépense inférieure à la prévision pour 300 000. Le déneigement a coûté 160 000 $ de moins que prévu. On a aussi des ajustements salariaux pour la Sûreté municipale suite à la sentence arbitrale qui ont généré une dépense supplémentaire de 500 000. Puis, on a aussi l'impact du changement de normes comptables au niveau des paiements de transfert qui, de ce côté-ci, ont généré une dépense supplémentaire de 900 000 $.
Donc, si on résume, les revenus réels de l'exercice ont été de 46 millions, les dépenses réelles de 40 millions, ce qui fait un excédent avant affectation de 6 153 000. On a des affectations pour 1 600 000, dont le 1 million pour payer des immobilisations comptant et 600 000 de revenus transférés aux réserves, ce qui fait notre excédent d'exercice de 4,5 millions pour 2013. Ensuite, nous avons la situation financière par organisme ou le bilan. Donc, au niveau des actifs financiers de la Ville, on a une encaisse de 15,2 millions, des débiteurs pour 9 millions et un actif au titre d'avantages sociaux futurs de 557 000 pour un total de 24,8 millions. Les passifs se composent de créditeurs et charges à payer pour 6,6 millions, des revenus reportés 242 000 La dette à long terme est à 57 millions pour un total de passifs de 64 millions, ce qui nous donne une dette nette de 39,2 millions. Dans les actifs financiers, on a des immobilisations pour 209 millions, des propriétés destinées à la revente pour 2 millions, des stocks de fournitures et autres actifs non financiers pour 1 million, pour un total de 212 millions. L'excédent accumulé de 173 millions se compose de l'excédent de fonctionnement non affecté de 9 millions, l'excédent de fonctionnement affecté et réserve pour 12,7 millions, du financement des investissements en cours négatif de 4,6 millions et de l'investissement net dans les immobilisations pour 156 millions. Si on revient plus en détail sur le surplus accumulé de la Ville au 31 décembre 2013, le surplus accumulé non affecté est de 9 80 495. Cette somme comprend un montant qui est réservé pour réaliser des immobilisations en 2014, 1 548 000. Il y a un montant de réservé pour le régime de retraite des employés pour 557 000. Et on va aussi faire un virement à des fonds réservés pour l'environnement et un fonds réservé pour les desservis en aqueduc et égouts pour 556 500. Et puis aussi, on va faire un autre virement au fonds réservé des grands projets pour 3 256 400. Ce montant-là provient de 50 du surplus, 2 256 000 et 1 million supplémentaire cette année. Ensuite, on a la réserve de contingence qui représente 5 du budget pour 2 millions, ce qui dégage un surplus libre qui est non affecté à 1 162 595. L'endettement total net à long terme au 31 décembre 2013 est de 50 674 000. Donc, la dette à long terme brute de la Ville est de 57 072 481. De ce montant-là, on déduit les soldes disponibles sur règlement d'emprunt fermé pour 3 700 000, les montants à recevoir du gouvernement du Québec et de tiers pour 11 528 000 et les montants non utilisés d'emprunt, 1 400 000. Ensuite, on ajoute les activités d'investissement financier, 6 millions, et notre part dans la dette de la régie intermunicipale pour 4 200 000, ce qui nous donne notre endettement total net à long terme de 50 674 000. Ça complète les pages au niveau des états financiers qu'on voulait présenter. Pour terminer, je vous présenterai quelques ratios financiers pour l'exercice terminé au 31 décembre 2013. Fait que le service de dette de la Ville représente 13,96 % des dépenses en 2013, ce qui respecte la limite de 15 % imposée dans la politique de gestion de la dette. L'endettement total net par unité d'évaluation est à 3 748 $. C'est une légère baisse par rapport à 2012 où c'était à 3 757 $. Ensuite, les charges nettes par unité d'évaluation sont de 3 283 versus 3 269 en 2012. Les revenus de taxes par unité d'évaluation sont assez stables, 2 603 en 2013, 2 607 en 2012. L'évaluation moyenne d'une maison est à 152 000 en 2013, 143 552 en 2012. La charge fiscale moyenne a légèrement diminué à 2 035 en 2013 versus 2 077 en 2012.
merci, mesdames. Ceci complète le rapport de l'auditeur et les états financiers. Maintenant, nous allons procéder au projet de résolution concernant le rapport de l'auditeur indépendant, Je vais le proposer, Monsieur le maire. proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Je trouve que c'est d'excellents résultats financiers. C'est très agréable de travailler de cette façon. Merci. Maintenant, nous allons passer au dépôt et acceptation des états financiers pour l'année 2013, proposé par M. Fortier-Jean-Pierre, appuyé par Mme Bougie. Merci beaucoup. Maintenant, M. Guéry, nous allons passer au projet de règlement. Oui, le 5.1, donc, c'est le règlement 426-2014, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à agrandir la zone RB 614, même les zones CD 602 et RX 613. C'est une petite pointe de terrain qui est située dans la 187e rue, qui serait transférée de la zone, dans la zone résidentielle RB 614 au lieu de la zone commerciale qui permettrait de construire 3 résidences. Il y a une partie de terrain, propriétaire d'un terrain il y a un terrain qui pourrait être subdivisé, sauf qu'il y a une partie qui est dans la zone commerciale, une partie dans la zone résidentielle. Donc, on le met tout dans la zone résidentielle pour qu'il puisse après ça avoir des permis de construction pour des résidences. Sinon, ça prendrait une résolution là, pour adopter le projet de règlement. Proposé par M. Thomasin, appuyé par Mme Bougie. 5.2. 5.2, c'est pour adopter le règlement 528-2014, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à modifier les dispositions de la zone PB 387. La zone PB 387, c'est la zone, tous les terrains actuellement appartiennent à la ville. C'est les terrains de soccer, soccer naturel, soccer synthétique que nous avons auprès de la cité étudiante. Donc, étant donné le projet qu'il y a dans ce secteur-là, on veut limiter les usages qui seraient permis là, sur les terrains. Donc, on limite les usages patinoire intérieure, aréna, centre de loisirs, stade ou complexe sportif, maison d'enseignement primaire, secondaire, cégep, université, stationnement, parc et terrain de jeu, qui sont les usages compatibles avec ce secteur-là. On fixe la marge latérale à 7 mètres et aussi, on permet comme usage complémentaire un usage de résidence par rapport à une maison d'enseignement, un cégep, université ou encore par rapport à un stade ou un complexe sportif. Opposition. Proposition Mme Quirion, appuyé Mme Thibodeau. Merci. 5.3. 5.3, c'est pour adopter le projet de règlement 529-2014, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est le règlement qui régit les éoliennes commerciales. Ce règlement qui vise à se conformer au schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement a été modifié concernant les normes pour les éoliennes et on doit se conformer. Ce que ça prévoit, entre autres, au niveau des grandes lignes, quelqu'un qui voudrait faire des éoliennes commerciales sur le territoire de la ville, c'est seulement autorisé en zone agricole, agroforestière, à au moins 2 km du périmètre urbain, à au moins 4 km de l'aéroport. Et il y a d'autres normes là, par rapport des normes par rapport à des résidences, selon si l'éolienne, il y a un groupe électrogène avec, à ce moment-là, la distance est beaucoup plus longue par rapport à une résidence ou un établissement agricole qui pourrait avoir à proximité. Proposition M. Fortier-Jean-Pierre, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Nous allons passer aux avis de motion et dispense de lecture. Donc, à 6 points, c'est pour donner un avis de motion et dispense de lecture pour le règlement 426-2014, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est le règlement qu'on vient de voir qui concerne une petite pointe de terrain dans la 187e rue qui passerait d'un zonage commercial à un zonage résidentiel. Avis de motion, dispense de lecture. L'avis est donné par M. Thomasin. Merci. Le 6.2. 6.2, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 528-2014, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est ce qu'on vient de voir au niveau de la zone publique PB 387, soit dans la cité étudiante, les terrains de soccer de la ville. C'est ce qu'on vient de voir là juste avant. Avis de motion et dispense de lecture.
Et l'avis est donné par Mme Bougie. Merci. 6.3. 6.3, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 150, le règlement 529, c'est ce qu'on vient de voir, qui concerne les éoliennes. Avis de motion. Avis de dispense, M. Thomasin. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des règlements. 7.1. 7.1, c'est le règlement 525-2014, ce règlement qui modifie le plan d'urbanisme, c'est ce qu'on vient de voir dans la 187e rue, sauf que là, nous sommes au niveau des affectations. On passera d'une affectation commerciale à une affectation résidentielle. Donc, c'est toujours le même projet, mais au niveau du plan d'urbanisme. Proposition. Proposé Mme Quirion. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.2. 7.2, c'est le règlement relatif à l'occupation temporaire du domaine public par des terrasses. C'est le règlement 536-2014. Donc, c'est le long, à l'arrière des bâtiments qui donnent sur la première avenue entre la 116 et la 118e rue. Le règlement détermine les règles à respecter pour qu'un propriétaire adjacent puisse utiliser une partie du terrain qui appartient à la ville pour y aménager une terrasse. Donc, entre autres, le règlement prévoit l'obtention de permis au coût de 100 $ par année, l'obligation de laisser un passage de 1,5 m de largeur, qui est une partie qui est équivalente à un trottoir, l'obligation de délimiter l'espace utilisé en terrasse, puis diverses autres normes aussi là, concernant l'aménagement, doit avoir soit des clôtures ou des bacs à fleurs pour faire une séparation, et ainsi de suite. Je propose. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.3. 7.3, c'est pour l'adoption du règlement 537-2014, règlement qui modifie le règlement 91-2003 prévoyant la cueillette des déchets solides dans les limites de la ville. Bon, nous sommes toujours dans le même secteur, entre la 116 et la 118e rue, les bâtiments qui donnent sur la première avenue, mais du côté ouest, vers la promenade Chaudière. Nous allons installer bientôt, normalement la semaine prochaine, un bac commun pour les déchets et un autre pour la récupération. Et une fois ces bacs installés, à ce moment-là, ces personnes auront l'obligation d'aller porter leurs déchets ou leur récupération dans ces bacs-là. Ce qui fait que nous, on modifie le règlement pour dire qu'on ne ramassera plus les bacs bleus, les bacs noirs en arrière de ces commerces-là. Le but étant donné qu'on veut de l'installation de terrasses, on veut enlever là, les bacs qui déguisent là, le secteur. Oui, je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Redmond. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des résolutions. 8.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. Ce serait pour les activités de fonctionnement et d'investissement. C'est un montant de 826 247,04. Ça couvre la période du 4 au 17 avril 2014. Proposition. Proposé par M. Perron. Secondé. Secondé par M. Thomasin. Merci. 8.2. C'est le virement d'une somme de 3 256 400 dans la réserve financière pour financer des projets d'immobilisation spécifiques. Alors, c'est pour le fonds des grands projets. Ce sera d'autoriser la trésorière à verser le montant de 3 256 400 $. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé Mme Quirion, appuyé par M. Perron. Merci. 8.3. C'est le transfert d'un montant de 136 742 du surplus libre au surplus réservé des citoyens desservis en aqueduc et égouts sanitaires. Alors, c'est que les propriétaires desservis par le réseau d'aqueduc et d'égouts sanitaires financent l'entretien et le réseau par les taxes annuelles qui est la taxe au mètre linéaire. Alors, ça serait de transférer la somme de 136 742 dans le surplus libre aux citoyens. Propose. Proposé par M. Je Fortier-Renaud. vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 8.4. C'est transfert d'un montant de 419 711 $ au Fonds pour l'éducation et l'environnement. C'est que le règlement prévoit le versement dans le fonds des montants relatifs au programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles et du programme de compensation pour le service des collectes sélectives. Ce serait d'autoriser le virement de la somme de 419 711 $. Proposition. Proposé par Mme J'appuie. Bougie. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 8.1. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de services professionnels pour l'inspection et la mise à jour de l'inventaire du milieu. Il y a eu 2 soumissions. Servitec au montant de 24 719,63 et Evinbec au montant de 63 236,25. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Servitec au montant de 24 719,63. Proposition. Proposition par M. Thomasin. Appuyé par M. Redmond. Merci. 8.6.
C'est l'acceptation des plus basses soumissions conformes pour la fourniture sur demande de tourbe, de terre végétale et de travaux d'engazonnement. Gazon Mercier pour le groupe 1, 7 346,90. Gazonnière Gosselin 2000 pour le groupe 1, 7 574,55. Gestion Martin-Roy pour le groupe 1, 10 060,07. Pour le groupe 2, 2 861,71. Et pour le groupe 3, 8 526,58. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter les soumissions déposées par Gazon Mercier pour le groupe 1 au montant de 7 346,90 et à Gestion Martin-Roy pour le groupe 2 pour un montant de 2 849,43 et pour le groupe 3, un montant de 8 489,75. Proposé. Proposé par M. Redmond, Je l'appuie. appuyé par Mme Quirion. Merci. 8.7. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de tables pliantes avec banc pour le centre de ski. Alpha Tabco, 15 220,54. Alpha Vico, 19 315,80. Et équipement de bureau de commerce, 21 615,30. Les soumissions sont conformes. On recommande l'acceptation de soumission déposée par Alpha Tabco au montant de 15 912,54. C'est pour la fourniture de 16 tables pliantes au centre de ski. Propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 8.8. C'est l'autorisation d'aller en appel d'offres pour la fourniture de services professionnels d'auditeurs indépendants. Cet appel d'offres doit contenir des critères d'évaluation ainsi qu'une pondération associée à chaque critère. Alors, les critères d'évaluation sont les suivants. L'expérience de la firme, 25 points. L'expertise professionnelle du personnel impliqué, 30 points. La compréhension du mandat et méthodologie, 25 points. La capacité de fournir de l'assistance en consultation, 10 points. Et la capacité de relève, 10 points. Proposition. Proposé Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. 8.9. C'est la vente d'un terrain dans le parc technologique à la compagnie Les Installations Mario Turcotte Incorporé. C'est d'une superficie de 5 408 mètres carrés au prix de 24 338,70 $. Proposition. Proposé par M. Perron, J'appuie. appuyé par M. Thomasin. 8.10. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 120-15 2e Avenue. C'est une demande du propriétaire du Café Royal pour installer une terrasse saisonnière devant le restaurant. On a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis demandé puisqu'il respecte les critères du PIA applicables au centre-ville. Je propose. Proposé M. Perron, appuyé Mme Thibodeau. Oui. Merci. 8.11. C'est le refus d'une demande d'implantation d'une garderie. On a une demande de la propriétaire d'une garderie située sur le 1385 8e Avenue qui désire acquérir la propriété voisine pour agrandir la garderie, ce qui lui permettrait de passer de 13 places à 34 places. Alors, on a une recommandation de refuser la modification de réglementation municipale de façon à permettre la garderie de 34 places. Proposition M. Thomasin. Proposition. J'appuie. Mme Thibodeau. Merci. 8.12. C'est la nomination de membres sur le comité consultatif d'occupation du domaine public. Alors, ce serait de nommer Mme Irma Quirion et M. Tom Redmond, ainsi que Mme Amélie Ferland, chargée de projet, pour siéger sur le comité. Proposition. Proposition M. Perron, Appuyé. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 8.13. C'est l'acceptation des états financiers 2013 de l'Office municipal d'habitation. C'est l'Office municipal d'habitation a adopté le 22 avril 2014 ses états financiers pour 2013, soit des revenus de 750 603 $, des dépenses de 1 352 521 $, qui fait un déficit de 600 918 $. Il y a 10 de déficit est payé par la Ville, soit 60 192 $, puis les états financiers doivent être adoptés par la municipalité. Alors, ça serait d'accepter les états financiers 2013 de l'Office municipal d'habitation et qu'un montant de 60 192 $ soit payé par la Ville, qui représente le 10 du déficit d'opération. J'en fais la proposition. Appuyé par Mme Quirion. Appuyé par M. Perron. Merci. 8.14. C'est le versement d'une subvention à l'organisme Accueil inconditionnel. Ce serait d'autoriser le versement d'une subvention de 10 000 $ par année pour une période de 3 ans à l'organisme. Proposition. Proposition Mme Bougie. Secondé. M. Thomasin. 8.15. C'est le renouvellement des assurances de dommages 2014-2015. On a reçu le rapport du consultant Raymond Chabot de Grant Thornton, dans lequel il recommande d'accepter le renouvellement du programme d'assurance de dommages 2014-2015 avec BFL Canada, risques et assurances, au montant de 190 875 $, plus les taxes applicables, ce qui représente une augmentation par rapport à 2013 de 4 Proposition. Proposition Mme Quirion.
appuyé M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 8.16. C'est la participation au dîner-conférence de la Chambre de commerce qui aura lieu le 8 mai 2014. Ce sera d'autoriser messieurs les conseillers Tom Redman et Renaud Fortier à participer au dîner-conférence. Je vais proposer. Proposé Mme Quirion. Je peux les Secondé appuyer. Mme Thibodeau. Merci. 8.17. C'est l'embauche d'un responsable pour le service des loisirs et de la culture. Ce serait procédé à l'embauche de M. Billy Rodrigue à titre de responsable du service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mai 2014 au 31 mars 2015. Proposé Mme Thibodeau. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 8.18. C'est l'embauche d'un stagiaire du barreau pour le contentieux. Ça serait de procéder à l'embauche de M. Julien Rochefort-Girard à titre de stagiaire du barreau à compter du 20 mai 2014 pour une période de 6 mois, avec possibilité de prolongation pour une période de 6 mois supplémentaires au salaire de 16 l'heure, et de nommer M. Julien Rochefort-Girard à titre de stagiaire en droit afin de représenter la municipalité devant la Cour municipale de Saint-Jean. Je propose. Proposition Mme Thibodeau. Appuyé par M. Redmond. Merci. 8.19. C'est l'autorisation de la fermeture d'une partie de la 119e rue le 9 mai 2014 pour la Sûreté du Québec. Cette fermeture vise à permettre une activité de sensibilisation concernant l'alcool au volant pour les élèves de la polyvalente. Alors, ça sera d'autoriser la Sûreté du Québec à fermer la 119e rue de la 19e avenue à la 23e avenue entre 9h et 10h le 9 mai. Proposition. Proposition Mme Quirion. Appuyé Mme Bougie. Merci. 8.20. C'est la nomination au comité de négociation employé de bureau. Ce serait de nommer M. Renaud Fortier en remplacement de Mme Sanche Trudeau sur le comité. Proposition M. Fortier Jean-Pierre. Appuyé par M. Redmond. Merci. 8.21. C'est la nomination au conseil d'administration de l'OMH. Ce serait de nommer M. Martin Dionne, représentant de la Ville au conseil d'administration de l'OMH. Proposé par M. Redmond. Appuyé par Mme Bougie. Merci beaucoup. Nous allons passer au dépôt d'un document. Oui, donc on a un seul document. C'est un dépôt de rapport d'embauche pour du personnel accompagnateur, accompagnatrice, moniteur, monitrice pour le service des loisirs et de la culture. Donc, c'est une partie là, du personnel qu'on a embauché là, pour les besoins d'étudiants au service des loisirs et de la culture pour cet été. Donc, c'est un dépôt. Merci. Maintenant, ce qui a trait aux correspondances reçues. On a une seule lettre qui nous vient de l'Association pour l'intégration sociale régionale Beauce-Artigan, Mme Valérie Poulain, directrice générale, M. Manu Rodrigue, coordonnateur au loisir. Des remerciements pour la participation de M. le maire à leurs activités, ainsi qu'au versement d'une aide financière de 500 $ de la Ville. Maintenant, nous allons passer aux autres sujets, les comptes rendus des dernières réunions. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui veulent donner les comptes rendus pour différentes réunions qui ont assisté? Ben moi, j'aimerais parler de notre rencontre avec le maire, avec les gens du quartier numéro 7. Ça a été fort agréable. Il y a eu 25 personnes à peu près qui se sont présentées. Et pendant 2 heures, on a eu de bons échanges constructifs parce qu'on a besoin des citoyens, hein, on a besoin de vous autres pour que vous nous disiez, c'est vous autres qui voyez tout ce qui se passe dans le quartier. Et c'est très important que vous nous en fassiez les remarques, puis les remerciements aussi, parce que des fois, il y a des bons coups qui se font. Alors, il faut les voir aussi. Mais je tiens à remercier tout le monde qui était là. Ça a été fort agréable. Effectivement, je vais appuyer Mme Thibodeau, qu'on apprend beaucoup ce qui se passe sur le terrain. Puis vous annoncez que le prochain Café du maire va avoir lieu dans le secteur de Mme Quirion. Alors, plus de détails à être donnés éventuellement. Pas d'autres points? Oui. Moi, j'aimerais profiter de la séance pour féliciter les propriétaires qui ont, depuis quelque temps, qu'on voit qui revalorisent leur bâtiment. J'en ai 4 ou 5 que j'ai détectés dans le secteur ouest et 3 ou 4 dans le secteur est qui mettent de l'argent pour mettre leur bâtiment aux normes et les rafraîchir, les rembellir sans avoir à penser à attendre que la Ville les subventionne. Ça fait que j'aimerais les féliciter et j'apprécie beaucoup. Alors, pour appuyer vos dires, M. Fortier, il faut annoncer l'arrivée du beau temps. Les gens revalorisent leur devanture de maison. Espérons que le beau temps s'en vient. Je le souhaite à tout le monde, en tout cas. Ça va être bon sur notre morale. Alors maintenant, nous allons passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui auraient des questions sur ce que nous avons vu ce soir?
Des points à rajouter? Non. Est-ce qu'il y a des questions du public maintenant? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai lu le deuxième protocole du Soccer Place. J'aurais une simple question, deux simples questions pour mieux éclairer les citoyens. 4114 heures en période d'hiver et il y avait également la période d'été un certain nombre d'heures. Ce qui est important là, pour la population, c'est de savoir, ça va être utilisé en moyenne combien d'heures? On avait dit là, qu'il ne fallait pas diviser par 4, qu'il fallait diviser par 12 parce qu'il y a 3 terrains. J'aimerais que vous précisiez là-dessus, M. le maire, Oui, à la pardon, population. par exemple, oui, la période d'hiver que vous mentionnez, c'est 4414 heures, si je me souviens bien. Oui. Vous devez le diviser par le nombre de jours de la période hivernale. Mais ne pas oublier qu'il y a 3 terrains dans le stade couvert. Alors, il faut rediviser par 3. Alors, je sais que si vous divisez 4414 divisé par le nombre de jours d'hiver, ça vous donnait 22 heures par jour. Non, effectivement, il faut leur diviser par 3. Ça donne en moyenne 7 heures par jour par terrain qui vont être disponibles pour tous les citoyens. Merci. Deuxième question. Le taux fixé, 175 pour en période hivernale et de 100 en période d'été. On sait que le Soccer Place, on peut le diviser en 3. Ce qui est important dans les heures qui vont être allouées, peu importe les heures que la Ville va payer, est-ce que c'est 175 supposons que le terrain est divisé en 3. Oui. Est-ce que c'est C'est 175 par tierce partie, Par terrain. par terrain? Alors, s'il y a 3 terrains, pour m'assurer que vous comprenez bien, 3 terrains fois 175 donnerait le montant total. Maintenant, lorsque le grand terrain va être utilisé, est-ce que ça va être aussi 175? Non, ça va être le prix de 3 terrains, parce qu'ils vont utiliser les 3 terrains. Le prix de 3 terrains. Oui. Bon. Je pense que c'est important de préciser ça pour la population. Merci. Merci beaucoup, M. Hérault. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions concernant la part du public? Alors, je demanderai une proposition pour la levée de la séance, proposée par M. Thomasin, appuyée par M. Redmond. Merci beaucoup. La prochaine réunion, le lundi 12 mai. Merci à tout le monde. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.